La minute du risk management avec FM Global, leader mondial de l'assurance des risques industriels. Savez-vous qu'en France, les entrepôts logistiques et industriels représentent près de 38 millions de mètres carrés? Un marché en pleine expansion donc, mais soumis à un risque majeur, l'incendie. Pour le maîtriser au plus vite, le sprinkler reste la solution la plus adaptée, puisqu'il agit à la fois comme un détecteur et comme un extincteur automatique. Le sprinkler, ou plutôt les têtes sprinkler, sont fixées en toiture et reliées à un réseau de tuyaux remplis d'eau sous pression. Une protection à la fois pour les biens et pour les personnes exposées à un incendie. Les statistiques FM Global montrent ainsi que dans 73% des cas, le feu est maîtrisé avec seulement 1 à 9 sprinklers. Autre avantage, le coût des sinistres est 6 fois plus faible dans un bâtiment sprinklé que dans un bâtiment qui ne l'est pas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fmglobal-touchpoints.fr. De l'Antiquité à nos jours, au fil des siècles, la France subit des incendies dramatiques aux conséquences meurtrières. Aucune ville de France n'est épargnée. Au XVIIe siècle, la modernisation des habitations, théâtres, grands magasins et industries génère à chaque incendie des dégâts catastrophiques. Des quartiers entiers sont dévorés par le feu, les morts se comptent par centaines et les pertes économiques sont dramatiques. Et pour voir apparaître les premiers corps constitués de lutte contre l'incendie, il faudra attendre le XVIIIe siècle. Nous sommes à Paris, à l'École nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers. Le major Didier Roland est sapeur-pompier, préventionniste et historien. Il nous entraîne dans l'histoire des grands feux. On se rend bien compte que les conséquences d'un sinistre ont des incidences majeures sur toute la vie d'un quartier, avec des incidences économiques, des incidences sociologiques également. Et on voit très bien que la mobilisation spontanée d'un groupe d'hommes qui sont les gardes-pompes avec du matériel qui est la pompe à incendie ne suffit pas. À Paris, la prise de conscience des pouvoirs publics se généralise. Objectif, améliorer la sécurité des personnes et la salubrité. Mais un homme pense à élaborer le premier service d'incendie de la capitale. Et donc c'est à partir de 1760 que Pierre Morat, qui est ingénieur des ponts et chaussées, nouveau chef des pompiers de Paris, mis en place par le lieutenant général de police de Sartine, eh bien, va structurer cette lutte contre l'incendie, non seulement en organisant, mais en fournissant l'idée de rendement et d'efficacité dans la lutte contre l'incendie, c'est-à-dire en entraisant ces hommes, en les faisant manœuvrer dans les immeubles de Paris. Il va également participer à sécuriser les bâtiments publics et les plus en vue que sont les théâtres, parce que ce sont les établissements de spectacle, de plaisir, et effectivement, à chaque fois, un grand sinistre entraîne de nombreuses victimes et ça a un impact considérable sur la population. La prévention incendie vient de naître, un domaine purement pompier, à l'origine destiné à améliorer la protection des salles de spectacle fréquentées surtout par la noblesse et la bourgeoisie. Donc Pierre Morat va imposer que soient mis en permanence, à partir de 1770, des hommes chargés d'alimenter des pompes à incendie et chargés de les manœuvrer pendant le spectacle, avec une colonne montante, qui est aujourd'hui l'ancêtre de ce qu'on appelle nous le Grand Secours, qui alimente des armoires d'incendie, qui sont ni plus ni moins que des robinets d'incendie armés, tels que nous les connaissons aujourd'hui, et des hommes qui sont mis à demeure en différents points stratégiques du théâtre. Et l'histoire montre que les sapeurs-pompiers, et en particulier ceux de Paris, ont toujours participé à protéger les théâtres et à améliorer la sécurité incendie dans ces établissements. Au XVIIIe siècle, scientifiques et philosophes tentent de comprendre la nature du feu, mais ce n'est pas si simple. Et on sort d'une époque un peu obscurantiste, où l'incendie a été longtemps considéré, et va rester encore considéré dans les campagnes et dans les endroits où le service
contre l'incendie ne se structure pas suffisamment sur l'idée que l'incendie est d'origine divine ou diabolique. Les combattants du feu vont avoir fort à faire au cours des siècles à venir. On commence à comprendre le feu, mais ça ne suffit pas. Dans les constructions qui sont les plus anciennes, dans les arènes par exemple, on en a à Nîmes, les Romains, qui ont structuré un service d'incendie très perfectionné, eh bien, ont prévu les vomitoires, qui sont à la fois la facilité pour le public d'accéder au lieu de spectacle, mais qui organisent aussi la capacité à évacuer les lieux. Et donc cette fonction, eh bien, elle va être longtemps, je dirais, sous-estimée en France et en Europe, dans les lieux qui accueillent du public. Et c'est en particulier grâce à Pierre Morat que l'organisation des secours se perfectionne à Paris, puis dans les grandes villes de province. Il a compris qu'il faut anticiper sur le risque d'incendie. Mais Morat est évincé durant la Révolution et le service incendie perd en efficacité. Pour preuve, le 1er juillet 1810, ce jour-là, Napoléon Ier est invité à l'ambassade d'Autriche pour un bal en l'honneur de son mariage avec Marie-Louise d'Autriche. Donc l'ambassade d'Autriche, c'est un sinistre remarquable à beaucoup d'égards, puisque l'historien peut tirer des conséquences et remarquer qu'il y a dans la catastrophe de l'ambassade d'Autriche tous les ferments qui vont constituer les grands domaines de la prévention moderne, à savoir le problème de la construction provisoire qui est aujourd'hui évoqué sous la question de la solidité des structures. Ces structures qui doivent résister le temps nécessaire pour que le public qui circule à l'intérieur puisse sortir avant que la structure s'effondre. Voilà. Bon, c'est très schématique, mais globalement, c'est ça. On a également la question des matériaux employés. On a des matériaux qui sont extrêmement inflammables, qui couvrent à la fois les murs et les plafonds, qui sont tous ces vélums, qu'on appelle vélum aujourd'hui, qui sont extrêmement inflammables, qui constituent un danger majeur, puisque lorsqu'ils s'enflamment, ils tombent sur le public. On a un sinistre similaire qui va se passer dans les années au XXe siècle avec Saint-Laurent-du-Pont, avec des chutes de matériaux enflammés sur le public. On a ce problème d'évacuation qui est aggravé par le fait qu'il n'y a pas suffisamment de sorties de secours, avec un public nombreux, qui n'est pas habillé d'une façon qui puisse favoriser la fuite rapide et aisée. On a également un éclairage qui est une flamme nue, qui est mis en contact, je dirais, trop proche avec des matériaux extrêmement inflammables. C'est la cause de l'ambassade d'Autriche, c'est la proximité d'une flamme nue avec un matériau inflammable. On rappelle quand même que cet événement a connu un avertissement, puisqu'il y a eu un premier incendie qui a été très vite jugulé, et le deuxième va être fatal, puisqu'on ne va pas arriver à stopper la flamme qui part dans les vélums et qui va engendrer la catastrophe que l'on sait. Médiatiquement, l'événement est étouffé par l'empereur, qui craint de fragiliser sa position politique. Le seul fait que l'histoire retiendra, c'est la création du corps militaire des sapeurs-pompiers de Paris le 18 septembre 1811. C'est la fin des gardes-pompes civiles de la capitale et de l'œuvre de Morat. Le major Roland nous aide à mieux comprendre ce drame et ses conséquences. Donc, insuffisance de sortie de secours. À partir du moment où l'incendie prend, eh bien, il renverse tout ce qu'on a imaginé comme système d'éclairage. Donc on a très rapidement un problème avec les fumées de visibilité. Aujourd'hui, ce sont les grands principes du désenfumage, en fait, permettent aux gens de respirer et de se diriger vers des issues qui sont balisées. Là, on est complètement perdu, on n'a pas d'issue, on ne sait plus où elles sont, c'est la panique. Qui plus est, les structures, encore elles, eh bien, vont s'effondrer non seulement par le haut, mais aussi par le bas, puisque les planchers vont s'effondrer. Pourquoi ? Eh bien parce que aussi les lustres qui sont suspendus ne connaissent pas à l'époque le système du double accrochage qui est la règle aujourd'hui. Eh bien, ces lustres qui sont extrêmement lourds et qui constituaient, je dirais, le vecteur principal de l'éclairage de la salle, vont s'effondrer. Donc en créant l'obscurité, en perforant les planchers. Donc on va handicaper le cheminement vers l'unique sortie de secours. Et on a tous les paramètres d'une catastrophe apocalyptique qui va tuer plus de 100 personnes, qu'on va essayer de masquer à l'histoire. Mais on a dedans, effectivement, tout ce qui aurait pu constituer les ferments d'une prévention qui aurait pu se mettre en place dès le début du XIXe siècle pour organiser la sécurité dans les lieux de spectacle. L'ambassade d'Autriche a révélé les failles du service contre l'incendie.
Ces failles, elles sont dues essentiellement à une déliquescence du service à partir de la Révolution. On a balayé toute la belle organisation installée par Maurras au XVIIIe siècle pour supprimer l'instruction des gardes-pompes, et le service s'en est ressenti. Les guerres napoléoniennes ont aggravé ce processus de déstabilisation, de désorganisation du service incendie. Un chef qui n'est jamais remis en question et qui laisse une situation dégénérer. La réputation des gardes-pompes s'en est ressentie, et à l'ambassade d'Autriche, l'architecte de la salle a voulu les maintenir en dehors de l'événement parce qu'ils ont mauvaise réputation. Mais 90 ans plus tard, la France n'a toujours pas tiré les leçons de ces incendies aux conséquences dramatiques. Et l'histoire se répète, les salles de spectacle sont toujours vulnérables aux incendies. Un autre événement qui est très représentatif de cette difficulté à tirer les leçons des drames de l'histoire, eh bien, c'est l'incendie de l'Opéra-Comique. Encore un lieu de plaisir, cette fois-ci un bâtiment construction classique, avec de larges issues pour rentrer et donc pour sortir, mais toujours ce problème de l'emploi des flammes nues qui constituent l'éclairage, la proximité de matériaux extrêmement inflammables. Certes, il y a un service de sécurité qui sera insuffisant et qui sera d'ailleurs mis en cause. Historiquement, c'est la première mise en cause du service de sécurité devant les tribunaux suite à un sinistre. Donc le feu prend. Très rapidement, le feu prend de l'ampleur. Alors, il est important, puisqu'on va parler de panique, c'est la panique qui va tuer, bien sûr, autant que le feu, mais la panique surtout. Un des acteurs de l'Opéra-Comique qui va prendre conscience de ce drame qui se joue à l'intérieur de la scène et qui va impacter la sécurité du public dans la salle de spectacle, eh bien, va essayer de limiter la panique. Jusqu'au dernier moment, il va essayer d'organiser la sortie du public en rassurant le public et en essayant de les faire sortir calmement. Cet acteur va avoir une action décisive puisqu'il va participer à sauver beaucoup de gens, mais malheureusement, l'ampleur du drame, la panique, la difficulté pour certains de se déplacer, et puis surtout, le fait qu'un machiniste va commettre une erreur majeure, c'est une rampe à gaz qui provoque le sinistre, eh bien, ce machiniste va couper le gaz, mais il va couper également l'alimentation de l'éclairage, des circulations qui favorisent l'évacuation du public. Les lieux de spectacle et de loisirs, en cas d'incendie, continuent à se transformer en lieux de massacre. À l'issue de ce drame, une commission supérieure des théâtres est constituée. Sapeurs-pompiers, responsables municipaux et architectes en sont les principaux acteurs. Les théâtres deviennent de véritables laboratoires pour les pionniers de la prévention incendie. Si en 1888, on a enfin admis la nécessité des sorties de secours et des éclairages de sécurité, le problème des fumées reste entier. Il faudra attendre 1897 avec l'incendie du bazar de la Charité. Et puis, c'est vrai, entre les deux, il y a eu des incendies qui ont touché les lieux de spectacle. Et à chaque fois, eh bien, on constate que l'évacuation du public, c'est un élément primordial. On reproduit, encore une fois, cette espèce d'ambassade d'Autriche sur un terrain vague avec une structure provisoire, des matériaux de décoration qui sont extrêmement inflammables, la présence d'un cinématographe. Là, c'est une source d'énergie, puisque là aussi, dans le cinématographe, on a une source incandescente, et puis surtout, on a des films qui sont extrêmement inflammables et qui vont constituer le problème majeur de la protection des cinémas au XXe siècle. C'est, encore une fois, cette espèce de bombe à retardement que l'on place au milieu de matériaux extrêmement inflammables, avec du public qui est là pour rentrer, mais dont on n'a pas pensé à favoriser la sortie. Et tout ça va constituer le point de départ d'un sinistre, je dirais presque sans précédent, puisqu'il va se développer à une vitesse monstrueuse. On estime à quelques minutes la durée du sinistre. Et là, il va tuer environ 200 femmes, qui sont pour la plupart des femmes de la haute société, provoquer une panique qui va avoir un effet retentissant dans les médias. Et là encore, les leçons du bazar de la Charité, eh bien, c'est l'insuffisance des sorties de secours, puisque dans l'entrée qui constitue l'accès majeur à cette attraction, qui est une vente de charité, mais qui reconstitue un décor du Moyen-Âge, eh bien, on a mis des tourniquets.
Malgré la puissance des premières pompes à vapeur, les pompiers sont rapidement inefficaces, surtout devant des sinistres de plus en plus importants. Les sorties de secours et la conformité électrique figurent parmi les premiers actes véritables de prévention qui vont permettre de sauver des vies. C'est une révolution du mode de pensée. On anticipe sur la construction et ses équipements. Mais la tragédie du feu continue toujours d'enchaîner ses représentations. L'évacuation des fumées n'est pas organisée, eh bien on va voir ces gaz chauds s'accumuler en partie supérieure et tous les récits d'incendies de théâtre stipulent toujours la même chose, c'est qu'à un moment donné, le couvercle, la toiture de l'établissement saute et on sait que ce sont ces gaz chauds qui se sont enflammés de façon explosive et qui font sauter le couvercle. Et c'est ce qui va donner l'idée, avec, je dirais, encore quelques années d'attente, après l'incendie de l'Iroquois à Chicago, et puis l'incendie du théâtre de Vienne, en 1905, eh bien c'est à partir de ce moment-là qu'on va étudier des nouvelles conceptions pour protéger les théâtres et surtout favoriser l'évacuation de ces fumées qui sont dramatiquement dangereuses, puisqu'elles propagent de façon généralisée l'incendie à l'ensemble de l'établissement. Le XVIIIe siècle, d'une façon très surprenante, avait pris en compte cette nécessité de faire circuler l'air ou de stopper, de bloquer les courants d'air pour justement soit évacuer les fumées, soit stopper l'activation du sinistre. Et on sait qu'elles sont dangereuses parce qu'elles asphyxient et puis elles sont potentiellement le lieu de réinflammation brutale et meurtrière. Ça, on le sait. Dans les méthodes d'intervention, eh bien, on sait qu'il faut ventiler les cages d'escalier dans les locaux d'habitation. On a installé à la fin du XIXe siècle ces fameux toits qui s'ouvrent au-dessus des théâtres. Mais de façon scientifique, on a beaucoup de mal à régler le problème. Dès 1905, grâce en partie à un retour d'expérience mondiale, les théâtres ne seront plus aussi meurtriers et deviennent même de plus en plus sûrs. Mais partout ailleurs, il reste encore beaucoup de phénomènes à comprendre, de pages à écrire et de vies à sauver. J'ai vu l'incendie du Théâtre Français en 1900, ça a été atroce. J'ai vu et entendu Albert Lambert, qui était le grand jeune premier de l'époque, le Gérard Philippe de cette époque. Et je l'ai vu crier à la petite Henriot, belle comme le jour, je la verrai toujours, crier « Mais tu es folle, où vas-tu » Elle est remontée dans sa loge au 4e, chercher son petit chien, parce que Charles Le Bargy l'aimait et elle l'aimait, et elle venait de rompre. Alors évidemment, elle avait ce petit chien qui était toute sa vie d'amour avec lui. Elle est repartie le chercher, elle a été brûlée vive. Ça, j'y ai assisté. Encore une fois, le constat est dramatique. Alors très peu de morts, heureusement, une actrice, donc une personnalité, mais surtout le constat que les installations de chauffage de l'établissement étaient défaillantes. Toujours cette difficulté de maîtriser le sinistre qui va occasionner des dégâts majeurs, et puis la nécessité, encore une fois, qui est répétée et qui va commencer à s'installer dans les textes, eh bien, de contrôler les installations de chauffage, de contrôler les installations électriques, de façon à ce qu'elles présentent les meilleures garanties de sécurité. Paris grandit, Paris se développe et Paris s'expose. On est en fin de siècle, avec tous les affres de la fin de siècle, cette peur de la fin du monde, qui est assez classique, hein, quelque part elle est risible, mais c'est un constat. Et surtout, on a très peur pour un événement majeur qui va attirer du prestige sur Paris, c'est l'exposition universelle de 1900. L'incendie du bazar de la Charité est vu comme un mauvais présage. Et de fait, l'organisation universelle de 1900 eh bien, va être organisée au niveau de la sécurité de façon exemplaire. Si aucun drame n'est survenu durant l'exposition universelle, ce début de siècle reste marqué par le feu du théâtre français. Mais Paris se modernise, il en va de même avec le risque bâtimentaire et industriel. L'exposition universelle et tout le prestige qui rejaillit sur la capitale et sur la France est très significatif d'une société qui évolue, d'un milieu urbain qui se densifie, qui devient de plus en plus complexe et qui, avec l'évolution des techniques et de l'industrie, eh bien, et puis également aussi
de quelque chose de majeur pour Paris, c'est la création de nouveaux moyens de transport, fait naître des nouveaux risques urbains. Et 3 ans plus tard, en 1903, Paris va vivre son premier drame des transports dans le métropolitain. Le métro Couronne, c'est tout simplement un feu d'origine électrique qui naît sur un wagon, avec un conducteur qui tente de l'éteindre, qui redémarre et qui n'a qu'une idée, c'est rejoindre son dépôt. Et puis lorsqu'on arrive au métro Couronne, qui est une station très enterrée, très profonde, le sinistre prend une telle ampleur qu'on est obligé d'évacuer les personnes transportées. Et donc ce public, très mécontent d'avoir été débarqué à la station Couronne, va réclamer le remboursement de son billet, donc tarder à évacuer, s'agglutiner sur le quai en protestant, et c'est là qu'on va retrouver des monceaux de cadavres à l'endroit même du sinistre, parce que le public, qui a bien été évacué à un moment donné, n'a pas su aller jusqu'au bout de la démarche d'évacuation pour des raisons financières tout à fait, futiles, mais qui vont être dramatiques. Les transports et autres lieux de loisirs ne sont plus les seuls établissements les plus meurtriers. À la fin du 19e siècle, les grands magasins sont des lieux extrêmement fréquentés. Il y en a partout en France. Dans les magasins, on a des sinistres majeurs, 1881, les incendies du printemps, qui vont se répéter en 1921. On a l'incendie du Bon Marché en 1915. Et on a d'autres incendies de grands magasins dans Paris, qui sont très révélateurs de cette évolution de l'économie et des lieux de vente, qui attirent énormément de public, qui sont les lieux de stockage de matériaux très inflammables. On a organisé la prévention simplement que pour protéger les gens qui y travaillent, et absolument pas les gens qui fréquentent l'établissement. De nombreuses femmes en sont les victimes. L'ordonnance de 1906 va renforcer toute la législation sur la prévention incendie. Mais un point faible subsiste, l'absence du contrôle. En 1927, une nouvelle ordonnance concernant les grands magasins est publiée. Elle s'avérera insuffisante. À Marseille, les nouvelles galeries n'échapperont pas aux flammes. Le commandant Grimaud, chef du service prévention du bataillon des marins-pompiers, raconte. Le 8 octobre 1938, aux alentours de 14h20, un incendie s'est déclaré dans le magasin des nouvelles galeries, situé sur la Canebière, qui est l'axe depuis toujours emblématique de la ville de Marseille, et qui permettait dans un même lieu de pouvoir faire diverses acquisitions avec des articles ménagers, de la lingerie, des vêtements, de l'ameublement et des possibilités de restauration pour les gens et pour les acheteurs qui se rendaient dans ce magasin. L'architecture de ce magasin de 3500 mètres carrés sur 4 niveaux dont un sous-sol, une grosse trémie centrale et ses escaliers à double révolution étaient en fait une gigantesque cheminée. Une structure métal et des planchers en bois ne pouvaient qu'aggraver la situation en cas d'incendie. Vers 14h20, un ouvrier constate une fumerole au premier étage, mais on laisse rentrer le public. À 14h30, on prend conscience du feu. Il faudra encore attendre plus de 7 minutes, à 14h37, pour que le premier appel parvienne au service de secours. Alors arrivé sur les lieux, les premiers secours constatent que le bâtiment est déjà quasiment complètement embrasé, avec les flammes qui s'échappent sur plusieurs niveaux, et on le comprend par la cheminée constituée par la trémie centrale, avec donc déjà le feu qui a atteint la toiture et un embrasement généralisé. Sauf que le feu, se situant dans la trémie centrale, les gens qui étaient dans les étages ou dans les étages inférieurs, ou au niveau du sous-sol, pour eux, ça a été quasiment impossible d'évacuer, puisque le seul vrai moyen d'évacuation était engagé par l'incendie. Le bilan, 75 morts et plusieurs centaines de blessés. Et parmi les victimes, de nombreuses femmes. Face à un tel sinistre, de toute façon, les pompiers ne pouvaient pas lutter. Ils avaient déjà du matériel qui datait de 1913. Avec toute la vétusté qu'on pouvait connaître. Ils n'avaient qu'une échelle pour tout Marseille, et l'absence d'échelle dans l'immédiat a montré la difficulté pour pouvoir intervenir et notamment pouvoir attaquer les foyers en partie haute à partir de la Canebière, pour pouvoir éventuellement faire des sauvetages. Sur la Canebière, justement dans ce secteur-là, il y avait un quadrillage important à bouche et poteaux d'incendie. Sauf que l'alimentation se faisait à l'époque à partir de réservoirs,
Et à force de puiser, parce que la ville continue à vivre, à un moment, les services de secours, face à la demande supplémentaire des bidots dont ils avaient besoin, se sont retrouvés assez limités en termes de potentiel, en termes de débit, ce qui a pu aussi gêner leur intervention. Autre facteur de malchance pour ces pompiers de l'époque, à mon sens, c'est que leur commandant avait été blessé sur un feu quelque temps avant. Il n'était pas présent. Son second, donc, qui avait pris la direction des secours, quand la façade Canebière s'est écroulée, il était dessous. Il a été blessé. Donc du coup, il a été obligé de passer le commandement à un autre adjoint, et ainsi de suite. Et en fait, à un moment, ils ont été démunis en termes d'organisation du commandement et du commandement. Pourtant, le décret de 1938 existe. Les maires disposent de pouvoirs pour imposer aux constructeurs les normes de sécurité. Mais rien, ou presque, n'était appliqué, ni à Marseille, ni ailleurs. 9 mois plus tard, le bataillon des marins-pompiers de Marseille, par le décret-loi en date du 29 juillet 1939, prend en charge la sécurité incendie de la ville. Il faudra attendre le décret du 7 février 1941 pour marquer officiellement les prémices de la réglementation incendie par la naissance de la Commission centrale de sécurité. Le colonel Spy, directeur du pôle prévention de l'École nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers à Paris, nous détaille ce premier texte. Ce décret, pour moi, est une véritable charte, une charte de la prévention du feu. Et cette charte de la prévention du feu est éclairée par 283 articles. On est là en situation de guerre, avec un gouvernement de Vichy, avec aussi un retour d'expérience de sinistralité sur des grands feux importantes qui ont précédé la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et également un vide réglementaire. Parce que c'est une période qui n'est pas forcément glorieuse, au moins 40e. Donc il faut quand même se remettre dans le contexte d'une collaboration qui était quelque part manifeste, et donc les gens ne veulent pas se souvenir d'une période qui était douloureuse. Ça ne veut pas dire que parce que la période était douloureuse qu'on n'a pas été capable de faire de belles choses. Il faut bien comprendre que l'origine du décret est motivée par une sinistralité avant-guerre très importante, dans laquelle notamment il faut placer les feux des magasins de Marseille, qui ont attiré l'attention du législateur sur la nécessité de légiférer dans les établissements recevant du public et de durcir cette réglementation qui leur est afférente. Effectivement, comme vos travaux l'ont très bien montré jusqu'à maintenant, les salles de spectacle étaient dans une situation d'incurie en matière de sécurité. Il fallait mettre de l'ordre dans un secteur d'activité qui était très chronophage en perte de vies humaines. Donc, première réponse, les salles de spectacle. Et puis, de fait également, les autres activités ERP ouvertes librement. Donc le texte se pose deux directions, dans le titre 1 et dans le titre 2, sur ces deux secteurs d'activité. D'emblée, il mesure la nécessité de classer les établissements recevant du public en type, en fonction donc de la nature de leur exploitation, mais aussi en catégories, donc en prenant en compte les effectifs. Alors où sont mes catégories? Je les mis quelque part. Donc on a, dans la première catégorie, par exemple, au-delà des théâtres et établissements de spectacle, on a inventorié les grands magasins, les magasins de vente librement ouverts au public. Donc, deuxième catégorie, l'extension aux établissements de crédit, les hôtels, les petits hôtels, qui, comme encore aujourd'hui, défraient régulièrement la chronique parce que sont souvent à l'origine de feux importants. Les restaurants, les cafés, les brasseries, j'en passe et les meilleurs. Les édifices publics, bien sûr, les musées étaient pris en compte dans cette deuxième catégorie. Enfin, une troisième catégorie qui, elle, avait pour but de cibler les établissements hospitaliers, publics ou privés, les hospices, les hôpitaux, les asiles et les établissements philanthropiques, les établissements d'enseignement libre ou public. Un incendie qui a endommagé hier après-midi l'Institut universitaire de technologie. Le sinistre a éclaté dans un local où se trouvent les moteurs du monte-charge et du système d'aération. Voilà donc un champ d'activité très très ouvert qui est en fait celui qu'on retrouve actuellement dans les dispositions particulières du règlement de sécurité. Vous voyez, le chapitre premier du décret de 41 pour ce qui concerne la création de la commission centrale avec ses membres, on retrouve étrangement dans l'organisation du Code de la construction et de l'habitation cette volonté qui a été reprise bien sûr par le CCH de bien préciser l'organisation et le fonctionnement de la commission centrale et quels sont les membres qui en font partie. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait fondamental.
Un travail remarquable a été réalisé dans l'ombre du gouvernement de Vichy. Partout en France, la presse relate de nombreux sinistres. Mais les piliers de la prévention moderne sont plantés. Dorénavant, il faut disposer d'un lieu pour enseigner et développer cette nouvelle spécialité, le préventionnisme. Le commandant Curie a eu mission de s'installer dans les locaux du 26 de la rue Chaptal. L'objet était de monter en puissance une école de formation nationale de sapeurs-pompiers. Donc sur ce registre-là, il fallait un enseignement générique, de généraliste. Mais très vite, en 1948, donc, a émergé le besoin de créer un enseignement au profit des préventionnistes. Et donc le commandant Curie, quelque part, a la paternité de ces premiers enseignements de la prévention à Chaptal, dans la mesure où ça a été le premier directeur de Chaptal. Alors donc le commandant Curie, le voilà, un homme qui est dans mon bureau. Je n'ai pas dit qu'il hantait mon esprit, mais il hante au moins le bureau. Et on lui doit certainement beaucoup par le fait qu'il a été également à l'origine de la mise en place d'un premier examen, des premières promotions. Il souhaitait l'excellence certainement déjà. Il avait cette ambition de pousser très loin le savoir-faire des préventionnistes. Il a mis en place un examen en fin de formation. Les formations duraient 15 jours. Et à la fin des 15 jours, il a imposé le premier examen qui peut être considéré comme les balbutiements du brevet de prévention.